Donc, pour le premier panel, on a décidé de parler de la dépendance aux médicaments. Donc, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, on a constaté quand même une augmentation au niveau des benzodiazépines, mais aussi on voit des appels qui concernent les stimulants du type Ritalin. Souvent, ce sont des personnes qui sont très jeunes en plus qui nous appellent pour ce genre de consommation-là. On a aussi remarqué une tendance à l'automédication, donc des sirops comme des gens qui vont consommer des sirops comme le NyQuil pour s'endormir ou se donner un buzz, prendre du Garavol pour les nausées de crise d'anxiété, etc., etc. En fait, le facteur commun de toutes ces consommations, peu importe la consommation, c'est vraiment la détresse qu'il y a en arrière et cette souffrance-là. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est important de vous dire qu'à partir du moment que la personne décide de nous appeler, c'est qu'elle choisit une alternative pour adresser cette souffrance-là. Donc, juste ça, là, c'est vraiment une raison d'être là, pour la ligne. Alors, maintenant, la grande question pour nos premiers pour nos premiers invités. La dépendance aux médicaments, comment mieux prévenir, informer et aider? J'invite alors notre animateur Anis Ouyaya et nos panélistes à prendre place, s'il vous plaît. Anis, donc merci beaucoup d'avoir accepté de présenter ce panel. Donc, je vais te laisser te présenter et démarrer la discussion. Merci Nancy. Bonjour tout le monde. C'est un très grand plaisir d'être parmi vous et d'être animateur, modérateur de ce premier panel. Je m'appelle Anis Ouyaya, je suis pharmacien en milieu établissement de santé, en milieu hospitalier, plus précisément à l'hôpital Charlemagne sur la rive sud de Montréal. Ma pratique est diversifiée, médecine interne, psychiatrie, un petit peu de VIH. Je suis également chargé de cours à l'Université de Montréal, à la faculté de pharmacie, où est-ce que j'ai la chance de parler d'automédication et de dépendance aux médicaments avec mes étudiants, donc les 200 pharmaciens, les 200 futurs pharmaciens à chaque année. Donc, je suis très content, en fait, d'avoir préparé ce panel avec cette grande équipe parce que notre objectif aujourd'hui, ça va être de susciter de la discussion, je l'espère, du moins de définir certains concepts, mais aussi de partager des expériences, partager des opinions. Mais je vous fais une promesse, j'espère qu'on va réussir à vulgariser des concepts qui sont peut-être un peu complexes parce que ce que j'ai remarqué, c'est que notre public aujourd'hui est hétérogène, chose qui est très positive, d'avoir une diversité en fait, de où est-ce que vous venez, de vos antécédents. Je voulais juste voir un petit peu avant de commencer, à main levée, est-ce qu'il y en a parmi vous qui êtes sensibilisés ou avez déjà été sensibilisés au concept de dépendance aux médicaments, notamment aux psychostimulants, benzodiazépines? Est-ce que c'est tout le monde qui est familier avec ça? OK, la moitié de la salle quand même. Très bien. Donc, c'est un petit peu la promesse qu'on va vous faire, d'essayer d'éclaircir de quoi on parle exactement. Et pour ce faire, je vais laisser les panélistes commencer par se présenter tout d'abord. Vas-y. Bonjour. Est-ce que je suis assez proche du micro? Non, on va l'appeler. Ah, aidez-moi. Je ne suis pas compétente. Alors, bonjour, mon nom est Léonie Archambault. Je suis coordonnatrice de recherche dans l'équipe de Michel Perrault à l'Institut Douglas et je suis aussi étudiante au doctorat en toute fin de parcours à l'Université de Sherbrooke, volet toxicomanie. Bonjour, je m'appelle Marie-France Demers, je suis pharmacienne à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec dans une clinique de jeunes en début d'évolution de psychose. Ça fait 30 ans que je travaille. Et je suis aussi professeure à la faculté de pharmacie et donc à l'Université Laval. Oui. Je me suis présentée en préparation avec notre groupe en disant que j'avais accès à 2 cohortes de jeunes, donc des jeunes, environ 250 jeunes atteints d'un premier épisode de psychose qui composent donc avec les affres de la maladie mentale et qui prennent des médicaments pour toutes sortes de raisons. Et d'autres jeunes universitaires qui, eux aussi, prennent finalement beaucoup de médicaments pour tout à fait d'autres raisons dont on va discuter. Alors bonjour, moi c'est Carole Bellumard, je suis psychologue et coordonnatrice professionnelle au Centre de l'adaptation en dépendance de Montréal. Alors peut-être pour certains mieux connus sous le nom de Dollar Cormier. Hein? Je le dis, oui c'est ça, je vois des hochements de tête des fois, le Centre de réadaptation, ça ne dit pas grand-chose. Donc, je suis clinicienne depuis près de 28 ans. J'ai travaillé avec, dans le fond, des personnes qui présentent des problèmes de dépendance
Depuis tout ce temps-là, des adultes, des adolescents, beaucoup de membres de l'entourage aussi, puis beaucoup de parents de jeunes enfants. Alors, ça va être mon apport auprès de vous aujourd'hui, cette approche auprès de la population générale dans le fond. Bonjour à tous. Je me présente, Magali Brodeur, médecin de famille et aussi clinicienne chercheur à l'Université de Sherbrooke. Moi, dans le cadre de mes travaux, je m'intéresse beaucoup aux dépendances, en particulier les dépendances comportementales, mais dans ma pratique clinique, en fait, tous les jours, je crois, c'est ça, des patients qui peuvent avoir des problèmes de dépendance, autant avec substance ou sans. Donc, c'est avec ce chapeau-là que je suis ici là, aujourd'hui. Donc, enchantée. Excellent. Donc, merci beaucoup. On va lancer le bal sur un point de vue plus théorique, notamment en parlant d'actualité. Donc, si on regarde un peu les 10 dernières années, il y a souvent des manchettes qui vont toucher la prescription de médicaments, la consommation de médicaments, qui peut devenir problématique dans certains cas. Mais je pense que c'est important de définir de quoi on parle, de quels médicaments précisément. Donc, je vais peut-être lancer Marie-France en premier lieu. De quels médicaments ou quelle classe de médicaments est-ce qu'on observe en fait sur le terrain comme étant plus à risque là, de dépendance en tant que tel? Bien, évidemment, on connaît bien les opioïdes. On a vu l'augmentation faramineuse de l'utilisation des benzodiazépines, mais en fait, il y a aussi une augmentation importante. Par exemple, la prescription, ça faisait la manchette de la presse la semaine dernière. Particulièrement chez les jeunes filles, on voit une très grande hausse de la prescription au Québec d'antidépresseurs. Et tout ça a des impacts parce que bien souvent viennent avec la prescription d'un premier médicament, une cascade médicamenteuse où des fois on ressent des effets indésirables. Par exemple, chez quelqu'un qui est très anxieux, qui commence un antidépresseur, qui est bien prescrit, bien là, ça va générer de l'anxiété, on va prendre des benzos. Ça peut être tout à fait approprié, mais il peut y avoir la tentation d'en prendre plus. Le mésusage, par ailleurs, là, on parle de médicaments non prescrits, pris dans un autre contexte. Par exemple, que je vois dans l'anxiété de performance, bien, ça va être d'utiliser un psychostimulant pour bien étudier, ce qui est un mythe, bien sûr, mais qui va faire que la personne va être anxieuse, va mal dormir, va aller chercher un antihistaminique sédatif pour s'endormir le soir, puis là-dessus, va pas dormir pendant plusieurs jours, va déprimer, puis va avoir envie ensuite d'aller voir son médecin pour se faire prescrire un antidépresseur. Et comment qu'on s'y retrouve, nous, les professionnels de la santé, les psychologues, les parents, les professeurs? Alors, c'est un peu le thème, en fait. Hein? Oui. Il y a un mot qui revient souvent, c'est benzodiazépine. Pour le grand public, c'est quoi précisément? C'est quoi les différentes classes, si vous voulez, Marie-France ou Magali, là, de ce que vous voyez dans vos pratiques? De quoi on parle précisément? On prescrit beaucoup, hein? On voit beaucoup. Il y a le lorazépam qui est l'activant. On voit facilement. Il y a du Rivotril qui est le clonazépam qu'on voit beaucoup. Je dirais que c'est les deux principales. Puis les raisons, c'est souvent de l'anxiété dans ce cas-là. Pour dormir, pour l'anxiété. Ceux qui sont consommés, qui ne sont pas nécessairement prescrits, là, hein, beaucoup de Xanax qu'on entend dans les dernières années, pas juste par les jeunes, mais particulièrement par les jeunes dans les dernières années. Très bien. Ouais. Puis du côté du portrait canadien, québécois de consommation, qu'est-ce qu'on observe en fait est-ce qu'on est capable de chiffrer? Est-ce qu'on est capable d'avoir une tendance en lien avec la consommation de médicaments dans les dernières années? Je ne sais pas si... Est-ce que dans vos pratiques, vous voyez une augmentation? Par exemple, on parle des personnes âgées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus problématique chez une certaine frange de la population? Bien, en fait, moi, ce que je dirais, c'est que c'est sûr que je ne peux pas donner nécessairement de statistiques à l'appui. Là, c'est vraiment en lien avec ma pratique clinique. Donc, on voit beaucoup de personnes âgées, par exemple, en haut de 60 ans, 65 ans, qui vont consommer, par exemple, des benzodiazépines. C'est sûr que aussi avec le vieillissement de la population, des fois, on peut avoir l'impression qu'on voit un pourcentage plus élevé là, de cette population-là qui va consommer de ce type de médicaments-là, parce que c'est surtout pour l'anxiété et surtout pour l'insomnie aussi qu'on les prescrit là, principalement. Sinon, on en voit chez toutes les classes d'âge. Donc, autant moi, je peux avoir des jeunes de 20 ans dans mon bureau qui peuvent aussi avoir un problème de consommation associé là, au benzo. Donc, c'est très varié, là.
Très bien. Puis on parle beaucoup de médicaments, de classes de médicaments, mais j'ai l'impression que derrière tout ça, on oublie l'humain ou c'est qui les patients qui sont peut-être plus à risque. Je ne sais pas si Léonie, d'un point de vue opioïde, qu'est-ce qu'on observe comme type de profil? Oui, alors effectivement, en me présentant, je ne l'ai pas mentionné, mais moi, je travaille depuis presque 10 ans spécifiquement sur le thème des troubles liés à l'utilisation des opioïdes. Alors, c'est vraiment le thème qui m'intéresse et auquel j'ai envie de vous intéresser aujourd'hui aussi. En termes de prévalence, parce que tu nous as demandé, Anis, qu'est-ce que ça représente, la consommation. L'enquête canadienne de 2019 faisait état de 14 % des Canadiens de 15 ans et plus qui avaient consommé des opioïdes au cours de la dernière année et 1 % des Canadiens de 15 ans et plus qui avaient fait un usage problématique d'opioïdes. Donc, qui les avaient consommés pas tel que prescrit, disons, ou pour d'autres motifs. Mais pour vous parler là, du trouble lié à l'usage des opioïdes, j'ai vraiment envie de vous dire d'abord, ou qu'on se rappelle ensemble, c'est quoi la genèse de ce que certains appellent la crise des opioïdes ou la crise des surdoses. Parce que Nancy en a parlé tout à l'heure justement des surdoses. Et vous savez certainement que dans les années 2000, il y a eu une augmentation de la prescription d'opioïdes pour la douleur aiguë, pour la douleur chronique, mais qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte que, oups, il y a certaines personnes qui développent un trouble de l'usage. Et là, il y a eu un resserrement des pratiques de prescription où certains prescripteurs ont coupé la prescription à leurs patients. Sauf que si les patients sont déjà dépendants physiquement aux médicaments opioïdes, bien, c'est possible que les personnes se tournent à ce moment-là vers le marché illicite pour se procurer la substance dont ils ont besoin pour ne pas tomber en sevrage. Alors, vous comprenez que ce phénomène-là a entraîné des changements dans les profils des personnes qui ont des troubles liés à l'usage des opioïdes. Et dans le cadre d'une étude que j'ai coordonnée en 2016 sur l'accès au traitement du trouble lié à l'usage des opioïdes à Montréal, on s'est rendu compte qu'il y avait possiblement seulement 44 % des personnes avec un trouble de l'usage des opioïdes qui recevaient un traitement. Et ça nous a beaucoup inquiétés. On s'est posé beaucoup de questions. On s'est demandé qu'est-ce qui fait qu'on a un si faible taux de desserte pour les personnes qui ont cette difficulté-là. Et on s'est demandé s'il y avait certains profils de patients et si ces différents profils-là n'étaient peut-être pas tous bien rejoints par les services. Et c'est cette hypothèse qui est derrière notre étude sur les profils. Alors, on a fait, pour aller y voir un peu plus clair, une étude de dossier au CRAN, le Centre de recherche et d'aide aux narcomanes à Montréal. On a regardé 300 dossiers de patients à leur admission pour la période 2017-2019. Et vous serez sûrement intéressé de savoir que 38 % des patients admis durant cette période-là ne consommaient pas du tout d'héroïne, seulement des opioïdes de type pharmaceutique, soit prescrits, soit détournés, soit contrefaits. Et puis, sur l'ensemble de cet échantillon-là, il y avait aussi 28 % de patients qui consommaient d'autres types de médicaments non prescrits, comme justement les benzodiazépines, notamment. Et donc, on a fait des analyses statistiques là, pour essayer de faire émerger nos profils. Et vous les voyez à l'écran. Je vais juste voir s'ils sont de la même couleur que je pense. Oui, OK, ils ont gardé mes couleurs. C'est important, c'est un code. Donc, on a identifié avec nos analyses un profil qu'on a appelé précarité, parce qu'il a une forte probabilité de présenter beaucoup de comorbidités biopsychosociales, itinérance, travail du sexe, surdose, judiciarisation, injection. On a un deuxième profil qu'on a appelé stabilité, parce que lui, il a une probabilité plus élevée que les autres d'être en emploi, puis il y a beaucoup moins de comorbidités biopsychosociales. Puis on a un troisième profil qu'on a appelé douleur, parce que lui, il a beaucoup plus de chances que les autres de consommer des opioïdes, justement, de type pharmaceutique et d'avoir de la douleur chronique et d'être plus âgé. Et puis, c'est bien beau de savoir ça, mais pour pouvoir mieux comprendre les expériences associées à chaque profil, j'ai eu la chance de faire des entrevues avec 48 personnes qui ont un historique de troubles de l'usage des opioïdes. Puis, vous voyez dans la deuxième partie de la diapo que ça nous a permis d'identifier différentes trajectoires de développement de ce trouble. La première trajectoire que vous voyez, on l'a appelée développement du trouble de l'usage des opioïdes, en contexte de polyconsommation. Fait que c'est des personnes qui consommaient plusieurs substances puis qui sont venues intégrer les opioïdes à leurs habitudes de consommation à un certain moment donné pour une ou plusieurs raisons. La plus fréquente, et je mets l'accent là-dessus parce que ça évoque ce que Nancy a dit tout à l'heure, la plus fréquente étant l'autogestion de la souffrance psychologique, suivie de l'autogestion de la souffrance physique, suivie de d'autres raisons plus récréatives, entre guillemets. Puis on voit avec nos petits bonhommes de couleur que nos 3 profils de patients sont représentés dans cette trajectoire d'initiation-là.
On a une deuxième trajectoire de développement qu'on a appelée TUO catalysée par une prescription chez des personnes qui ont des troubles d'usage de substances. Donc, c'est des personnes qui avaient déjà des difficultés liées à l'utilisation de substances, mais qui n'utilisaient pas d'opioïdes et pour qui le déclencheur de la consommation d'opioïdes a été une prescription pour la douleur. Et vous voyez que c'est le profil 1, précarité, puis le profil 3, douleur, qui sont représentés dans cette trajectoire-là. Puis finalement, je conclue là-dessus, notre troisième trajectoire qu'on a identifiée, on l'a appelée TUO iatrogène chez une personne sans antécédent de consommation, donc iatrogène qui veut dire induit là, par un acte médical. C'est des personnes qui consommaient pas de substances et pour qui le problème d'usage d'opioïdes s'est vraiment développé dans un contexte de prescription pour la douleur chronique avec une augmentation progressive des doses puis de la tolérance qui a amené la personne jusqu'à mal utiliser, faire du mésusage de sa médication et finalement jusqu'au TUO. Et dans notre échantillon, ce sont vraiment les personnes du profil 3, le profil douleur, qui rapportent cette trajectoire-là. Et là, j'en dis pas plus, c'est pour vous mettre un petit peu en contexte. J'y reviendrai. Merci, merci. Je pense que c'est important qu'on parle des opioïdes. Là. On parle beaucoup des benzodiazépines, notamment ça faisait partie des statistiques d'appel au centre. Un dernier petit point, je veux qu'on parle d'automédication. Donc, comme professionnel de la santé, on veut énormément que nos patients soient autonomes dans la gestion de leur santé. Donc, qu'ils consomment peut-être des médicaments en ayant l'information et qu'ils gèrent leur santé. Est-ce que vous voyez un problème à l'automédication? Est-ce que ça peut devenir un problème dans vos pratiques? Qu'est-ce que vous observez à ce sujet? Bien, moi, je rajouterais peut-être par rapport à la prescription ou l'usage des psychostimulants, c'est banalisé que de prêter, c'est presque une faveur que je vais faire à mon copain de classe, à mon collègue, de lui proposer un comprimé de Ritalin en période d'examen pour qu'il ne dorme pas puis qu'il soit capable de performer à l'examen. Moi, j'ai été très surprise, en fait, et c'est un peu triste, c'est dans un contexte où il y a eu un décès par suicide à l'Université de Montréal, à la faculté de pharmacie, et la même chose l'année suivante à l'université, à la faculté de pharmacie de l'Université Laval, qu'une enquête, la coroner, parmi ses recommandations, nous exigeait, en fait, de faire de la prévention puis de l'éducation auprès de nos étudiants. J'ai réalisé qu'une des statistiques les plus fortes était qu'à la fin d'un premier cycle universitaire, c'est près des 2/3 des étudiants qui se sont fait offrir au moins une fois un psychostimulant dans un contexte de performance. Moi, j'ai 5 jeunes à la maison universitaire. Moi, chez nous, c'était 100%. Ça m'a vraiment étonnée. Et donc, c'est frappant. Et les deux situations tristes que nous déplorons, c'était vraiment dans un contexte d'anxiété de performance au départ. Vous savez, c'est des programmes hautement exigeants. Puis, on a les mêmes phénomènes dans plusieurs programmes où, dans le fond, on les amène à tellement vouloir performer d'anxiété, puis ensuite, ils ont de la misère à se déprogrammer de ça. Et, bien, ils trouvent cette stratégie-là. Et tantôt, je me suis exprimée d'une manière où j'avais l'air de dire que c'était leur problème. On a tous un problème puisque notre charge de travail, la façon dont on les sélectionne est probablement les amène à faire ce genre de choix-là. Mais donc, en tout cas, ce qu'on peut dire, si je reviens à ta question, Anis, de l'automédication, c'est que c'est une voie où on pense que le médicament devient la seule façon qu'on peut, à tout le moins, atténuer notre anxiété ou notre souffrance à très, très court terme. Si tu voulais réagir. Oui, en fait, l'automédication, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en première ligne dans les bureaux de médecins de famille. Quelqu'un qui vient consulter, qui souffre d'anxiété, mais qui a aussi des difficultés, par exemple, avec le sommeil, s'endormir le soir est parfois difficile. Donc, en creusant, mais on découvre que la personne prend du sirop pour la toux avant de se coucher, ou parfois prend des antinauséeux, de type Gravol, des choses comme ça, pour permettre ça, là, de s'endormir. Puis là, par la suite, bien, c'est pas nécessairement assez. Donc là, il y a d'autres choses qui s'ajoutent. Donc, des fois, il peut y avoir du cannabis qui va s'ajouter ou des fois, c'est les amis ou c'est « Ah, ben là, ma mère, elle prend des benzos, elle m'en a donné quelques-uns pour pouvoir m'aider. » Ou « j'ai comme un ami, c'est ça, là, à l'école, mon coloc, lui, par exemple, prend des psychostimulants. Donc, il m'a donné un comprimé de Ritalin. Là, ça fait comme plusieurs mois que je partage sa prescription. C'est rendu difficile, donc je sais pas quoi faire. » Là, il peut partager avec moi parce qu'il n'y en a plus. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on voit assez fréquemment. Donc, ça peut être comme une cascade qui se crée, puis il peut avoir une combinaison de substances qui peut quand même être assez, là, c'est ça, impressionnante, là, en bout de ligne.
Très bien. Donc, c'est ce qui clôt la portion plus théorique. Je vais vous emmener vers la portion plus pratique des traitements actuels, des enjeux, des défis. Je vais lancer Carole pour la première question. C'est comment est-ce qu'on aborde la question de dépendance avec nos patients? Est-ce que c'est quelque chose qui est tabou ou vous y allez de manière plus frontale dans ce contexte-là? C'est sûr que dans un centre de l'adaptation en dépendance, on aborde la question de façon un peu plus frontale parce qu'habituellement, les gens font une demande à cet effet-là. Tu sais, cela dit, en réfléchissant à aujourd'hui, je me suis rendu compte que on pose beaucoup de questions sur les substances, mais on ne pose pas nécessairement de questions sur les médicaments qui sont en vente libre en pharmacie, que les gens peuvent utiliser justement pour s'automédicamenter, pour gérer des symptômes, des insomnies, du stress. Donc, on manque des informations. Là, ça m'a percuté de réfléchir à ça. Mais de manière générale, je pense que si on ne travaille pas en dépendance puis que la personne adresse pas, elle vient nous voir pour autre chose, on le vit des fois même avec... on a des intervenants qui travaillent en milieu hospitalier puis qui nous réfèrent dans les services de liaison, puis on n'a pas une grande rétention, je vais dire, des gens, parce qu'ils sont allés à l'urgence parce qu'ils se sont blessés, peut-être parce qu'ils étaient intoxiqués, puis qu'à l'hôpital, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de consommation. Là, on nous les réfère, mais eux, ils ne venaient pas à l'hôpital pour ça. Hein? Fait que des fois, ça fonctionne moins bien. Fait que quand les gens, dans le fond, si on ne travaille pas en dépendance, les gens ne viennent pas nous voir directement pour ça. Bien, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de poser la question, mais il faut aussi faire preuve d'ouverture par rapport à la réponse. Hein, je trouve que c'est comme quand on aborde bien des sujets avec nos adolescents. Si on capote quand ils nous répondent, ça se peut qu'ils ne nous parlent plus. Magali, de votre côté, en pratique? Mais en fait, moi, ce que je dirais, c'est... mais en fait, il y a vraiment deux catégories. Il y a toujours les patients qui vont venir pour aller chercher de l'aide, mais là, c'est super facile d'échanger avec eux, de discuter, de trouver, c'est ça, là, un plan, de construire quelque chose ensemble, de travailler avec eux pour les aider, justement, en lien avec leur dépendance. Mais souvent, c'est quelque chose qui est caché, qui ne sera pas nécessairement mentionné, d'emblée, d'entrée de jeu. Ça dépend aussi du contexte de consultation. Hein. Si on consulte, on n'a pas médecin de famille, on consulte dans une clinique sans rendez-vous pour, je ne sais pas, on s'est blessé, on a besoin de points de suture, mais c'est sûr que le petit 10 minutes que ça va prendre, c'est pas à ce moment-là que ça va nécessairement être abordé. Donc, souvent, c'est surtout, des fois, on peut avoir des fois, on a des suspicions. On fait un peu un petit rôle d'enquêteur là, comme médecin. Donc là, c'est d'aller questionner sur les habitudes, comment que ça se passe, puis des fois de donner, c'est ça, là, des exemples un peu aux patients, puis qu'à ce moment-là, ils peuvent s'ouvrir. Mais l'enjeu reste toujours, c'est le temps à la consultation, parce que souvent, c'est des problématiques qu'on ouvre une boîte de Pandore quand on ouvre ça. Donc, il ne faut pas avoir juste 5 minutes ou être sur un coin de porte pour pouvoir l'aborder. Donc, c'est ça, c'est de se garder là, du temps. Puis, chaque pratique est un peu, là, c'est ça, là, différente. Là, mais c'est souvent nos stratégies là, de questionner, enquêter. Puis après ça, on tend... Très bien. Puis, Marie-France, d'un point de vue pharmacie, avec vos patients en premier épisode psychotique, est-ce que c'est quelque chose que vous avez d'emblée l'habitude de faire, de les aborder sur une forme de dépendance à certains médicaments? Bien, en fait, là, c'est totalement le propos à contrario que je vais tenir. C'est qu'il me semble que je passe une grande partie de mon travail clinique à tenter de ne pas démoniser par ailleurs la prise de médicaments, parce que le problème, il est là aussi. Le médicament, quand il est prescrit, que ce soit un antidépresseur, un antipsychotique, s'il est approprié, surtout en santé mentale, il peut être en soutien aux autres approches et vraiment faire la différence dans le rétablissement d'une personne. Là, on parle d'un contexte où, justement, on fait un usage qui est inapproprié du médicament dans un contexte où c'est une voie de passage qu'on tente de prendre parce que ça veut répondre à une souffrance psychologique. Donc, par exemple, parfois, je vais recommander d'utiliser une benzodiazépine en combinaison avec un antidépresseur chez quelqu'un qui a un gros trouble anxieux en début de traitement. Puis le jeune, je dois parvenir à le convaincre qu'il ne sera pas dépendant après une semaine de benzodiazépine. On porte tous des préjugés. C'est un sujet de société, je trouve, qui est extrêmement sensible parce que le médicament peut devenir très rapidement perçu comme une béquille au rétablissement de la personne.
Fait qu'il faut comme dédramatiser la chose, mais en même temps, il faut développer des compétences pour beaucoup mieux évaluer l'ensemble de la situation. Est-ce que tous les pharmaciens, médecins, on est très habiles à poser des questions sur l'utilisation du cannabis, sur les substances d'entraînement? Dans ma population, j'ai quand même vu parfois des problèmes à cet égard-là. Les médicaments aussi qui sont dans la famille, hein? On n'en a pas parlé, mais bien souvent, il y a aussi un mésusage de médicaments qui sont disponibles dans la famille. L'Ordre des pharmaciens avait déjà fait une campagne autour de cette thématique-là. Donc, on a avantage à se parler de nos compétences différentes pour adopter un ton sans jugement, questionner d'une manière un peu détournée pour avoir un accès à l'information un petit peu plus large. Tu sais, on a appris quand même dans nos facultés, je pense qu'on change puis on se pratique davantage, mais à dire les médicaments, vous savez, vous prenez, quand on disait ça, la phrase c'était, bon là, comme vous avez des médicaments, vous ne pouvez pas prendre d'alcool. Comme si en disant ça, magiquement, c'est le comportement que les gens allaient adopter. Bon, on est rendu un peu plus loin que ça, il y a des cours de communication, il y a des ateliers de simulation, mais... Je peux vous dire, c'est pas ça qu'ils font. C'est ça. Alors, je pense qu'on a du travail quand même à faire. Oui, merci. Je vous entends, vous parlez beaucoup d'embûches que les professionnels peuvent rencontrer. Ce serait quoi du côté des patients, les embûches sur le terrain quand on parle de dépendance ou des patients qui veulent peut-être aborder du sujet mais qui se sentent peut-être pas à l'aise? Je ne sais pas si, Léonie, vous aviez un... Oui, j'aimerais ça rebondir sur ce que vous disiez parce qu'effectivement, vous avez dit c'est important de pouvoir aller chercher de l'aide puis que la question soit adressée entre le patient et le médecin, mais encore faut-il que, je dis le médecin, mais le clinicien ou l'intervenant, encore faut-il que cette personne-là se sente aussi à l'aise de parler de ce sujet-là et c'est pas le cas pour tout le monde. Ça demeure un sujet tabou pour certaines personnes et lorsqu'un patient arrive avec ce problème-là, c'est pas facile à gérer pour tout le monde. Et puis, je vous donne quelques exemples là, dans les entrevues de recherche qu'on a fait avec les personnes qui souhaitaient aller chercher de l'aide pour leurs troubles liés à l'usage d'opioïdes, en particulier les personnes qui avaient développé ce trouble dans un contexte de prescription. Il y avait vraiment un enjeu d'accès parce que ces personnes-là n'étaient pas nécessairement familières avec les ressources du domaine de la dépendance. Et contrairement à d'autres personnes, par exemple, qui avaient développé un trouble d'usage dans un contexte peut-être plus récréatif ou qui avaient eu d'autres difficultés liées à l'usage de substances dans leur parcours, qui connaissaient un petit peu le réseau de la dépendance, qui sont capables d'identifier « Oups, j'ai des symptômes de sevrage liés aux opioïdes que je consomme régulièrement, j'ai déjà entendu parler de ça, je sais ce qui m'arrive, il faut que j'aille chercher de l'aide. » Dans les entrevues avec les personnes qui ont développé un trouble d'usage en contexte de prescription, certaines d'entre elles, la première fois qu'elles ont ressenti des symptômes de sevrage, nausées, malaise, sueur, etc., ne savaient pas ce qui leur arrivait et ne faisaient pas le lien que c'était causé par les opioïdes qu'elles consommaient et qu'elles avaient peut-être décidé d'elles-mêmes de réduire ou de cesser. Et donc, ces personnes-là se promènent après ça en clinique sans rendez-vous, à l'urgence, en essayant de comprendre qu'est-ce qui leur arrive ne sont pas toujours dirigées rapidement ou comment je dirais bien ça? Le problème n'est pas rapidement cerné par les professionnels qui les accueillent. Et donc, il y en a qui ont vraiment passé à travers un chemin de croix pour comprendre ce qui se passait et obtenir les services dont elles avaient besoin. Vous voulez réagir par rapport aux embûches pour les patients? Qu'est-ce que vous observez, Carole? Bien, en fait, moi, j'observe des fois le contraire, tu sais, où est-ce que ça rejoint un peu, pas démoniser, là. Bien, il y a pouvoir en parler, mais il y a, première chose, identifier que c'est un problème, les médicaments que je prends. Parce que quand c'est des substances illicites, là, des drogues de rue, on dirait que ça va plus vite. Bon, on peut faire du déni quand même, mais quand je prends des médicaments qui peuvent avoir été prescrits, puis j'en ai plus, je vais en suis procuré ailleurs, ou je les prends dans la pharmacie des parents, ou ils me sont prescrits, mais j'en prends plus que prescrits. Comment est-ce que je me sens à l'aise d'aborder ça avec mon médecin de famille ou avec mon pharmacien, puis de dire vraiment, ouais, j'en ai plus. Souvent, les gens vont dire, je les ai perdus,
J'en ai donné à quelqu'un d'autre. Puis là, si je le dis que j'en ai pris plus parce que j'étais vraiment trop stressée ou j'arrivais vraiment pas à dormir, fait que ça fait 2 semaines que j'en prends 2 comprimés le soir plutôt qu'un, bien, est-ce que je me fais chicaner par mon médecin ou est-ce qu'on regarde qu'est-ce qui se passe? Puis est-ce que dans le fond, c'est-tu la meilleure molécule? Ou en tout cas, y a-t-il d'autres stratégies aussi que la médication à ajouter à mon bagage pour que ça fonctionne? Fait que de l'identifier que c'est un problème, puis après ça, ben, est-ce que je peux en parler, puis est-ce que ça va être correct? Comment est-ce qu'on va réagir à ça pour que, dans le fond, je puisse avoir de l'aide, puis que ça soit plus un problème? Vous voulez réagir? Oui, en fait, je dirais dans les embûches, ben, il y en a beaucoup, puis une qui est quand même assez majeure, ben, c'est l'accès aux soins. Tu sais, pareil. Exactement, tu sais, avoir un médecin de famille, mais c'est pas tous les Québécois, tu sais, qui ont la chance d'en avoir un, aussi un qui va être disponible. Donc ça aussi, ça vient compliquer les choses. Donc, à certains moments, tu sais, oui, on recherche de l'aide, on réussit à être bien accompagné, mais si, par exemple, on faisait de l'automédication pour un trouble anxieux, ben, on va sûrement avoir besoin, tu sais, d'une médication pour venir compenser. Là, si on arrête l'autre substance, mais on va peut-être avoir besoin, là, tu sais, d'un autre traitement. Mais c'est important d'avoir accès à un médecin. Puis ça peut être long, ça peut être compliqué. Là, on peut avoir accès des fois à des cliniques sans rendez-vous, mais là, ce sera peut-être pas toujours le même médecin là, qu'on va voir. Donc, est-ce qu'on va réussir à avoir un bon suivi? Donc, c'est pas facile pour les gens. Puis ensuite de ça, même si on a un médecin, on est référé à différentes ressources, mais à certains moments, on peut se faire recommander des services bien, qui vont entraîner des frais financiers. Si on n'a pas d'assurance ou si nos assurances sont limitées, bien là, ça peut devenir complexe. Des fois, les patients vont dire, bon, ben moi, c'est pas une option pour moi. Donc, on se retrouve des fois, bien sûr, ces gens-là se retrouvent sur des listes d'attente, mais des listes d'attente qui sont très longues, qui peuvent prendre des années, des fois, là, avant d'être contactés, mais la personne a besoin d'aide maintenant. Donc, c'est quand même une embûche, là, c'est ça principal. Donc, on peut être extrêmement, c'est ça, le motivé, avoir, c'est ça, l'énergie, le désir de vouloir, tu sais, se prendre en main ou, tu sais, de pouvoir aller mieux, mais si c'est bloqué à plusieurs endroits, c'est pas facile. Très intéressant. Oui, en fait, ben, je suis très contente que l'Association québécoise l'AQPP soit donc associée, ces pharmaciens propriétaires soient associés à cet événement, parce que je pense que dans la pandémie, puis on veut pas faire de corporatisme ici, mais quand même dire que les pharmaciens ont été identifiés comme un des intervenants de soins de proximité qui peut prendre un rôle de plus en plus important dans la reconnaissance de problèmes de mésusage de médicaments, dans la gestion même. Mais soyons clairs, on n'est pas tous à l'aise et c'est pas vrai que tous les pharmaciens actuellement, dans notre modèle d'affaires aussi, les pharmaciens communautaires, est-ce qu'on a un peu les mêmes problèmes de temps, d'accès, de disponibilité? Chose certaine, en tout cas, le pharmacien a certainement dans l'avenir un rôle plus important à prendre dans la gestion de ces difficultés-là. Et je voulais simplement aussi rajouter qu'on a un grand rôle aussi, je pense, ensemble, encore une fois, de se contaminer de nos savoirs. Et dans les dernières années, moi, j'ai été beaucoup sollicitée par les intervenants des milieux scolaires, les psychoéducateurs, les psychologues, les intervenants du domaine communautaire, qui, eux, sont de plus en plus capables de reconnaître que, ouf, la personne va moins bien depuis 2-3 jours, mais vont oser enfin poser la question, aurais-tu changé quelque chose dans ce que tu prends, dans les médicaments que tu prends? Donc, c'est notre rôle aussi, ceux qui avons un peu plus de connaissances sur les médicaments, de peut-être les contaminer de nos savoirs, ces intervenants-là, pour qu'ils se sentent légitimes de poser ces questions-là et les référer aux bons endroits quand c'est le temps. Parce que à cesser, par exemple, un antidépresseur ou le reprendre après, tout d'un coup, tu vis une période plus difficile, ça fait 2 mois que tu ne l'as pas pris, puis tu le reprends en pleine dose, c'est pas évident que tu vas bien filer le lendemain. Puis ça se pourrait que tu sois un petit peu irritable. Puis que si personne t'a posé la question, ben que ça soit pas, ça passe sous le radar, puis que ce soir-là, tu as beaucoup envie de prendre de l'alcool, puis ben voilà la cascade qui commence. Donc, il y a un nœud là d'oser faire en sorte que d'autres professionnels du domaine psychosocial parlent et se sentent légitimés de parler de médicaments. Dernière petite intervention, Magali puis Léonie ensuite.
Mais quelque chose, c'est d'extraordinaire, c'est qu'on voit de plus en plus de collaboration interprofessionnelle. Donc, l'ensemble des professionnels de la santé, on collabore ensemble, on échange, on discute. Et puis, c'est ce qui permet d'offrir des meilleurs soins, comme par exemple dans les milieux GMF, où est-ce que l'on peut avoir des travailleurs sociaux, des pharmaciens, on peut avoir, c'est ça, là, des infirmières, on a des physiothérapeutes, là, Alouette, ça permet, c'est ça, là, d'offrir des suivis plus complets aux patients. Puis aussi, des fois, d'avoir des petits inputs. On peut se faire accrocher dans le corridor, se faire dire « Hey, ce matin, j'ai vu monsieur, madame une telle, je t'inquiète un peu à propos de ça, est-ce que tu pourrais le voir? » Ou des fois, des communications écrites qu'on peut aussi recevoir, c'est que du pharmacien communautaire qui peut nous dire « Bon, je pense qu'il y a une problématique avec cette personne-là, peut-être qu'il faudrait la rencontrer, faire un petit suivi. » Puis nous, c'est des fois, l'information qui ne se rend pas nécessairement à nous. Donc, des fois, quand ça arrive, c'est ça, là, du terrain, nos collègues, c'est vraiment génial. Puis, ensuite de ça, pour faire les suivis, qu'on peut se parler, échanger, et puis juste s'assurer qu'on travaille tous dans la même direction. Donc, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, puis qu'il faut faire de plus en plus là, aussi. Brièvement, Léonie, on va passer au prochain bloc par la suite. Je vais être bref, mais je tenais à dire aussi que tantôt, j'ai mentionné que les principales raisons que les gens évoquent pour avoir commencé à utiliser des opioïdes en automédication, c'était l'autogestion de la souffrance psychologique et de la souffrance physique. Puis je trouve ça important, même si on le dit souvent, de rappeler que c'est pas tout le monde qui a un accès rapide à la physiothérapie, à la psychothérapie, à toutes sortes d'outils qui auraient pu permettre à la personne de peut-être avoir justement d'autres outils dans sa boîte à outils pour ne pas être obligé de s'automédicamenter avec des opioïdes. Alors, je trouve ça important de rappeler cet élément-là aussi. Donc, ce que j'ai observé, c'est surtout un changement dans le discours vers la fin de ce bloc-ci, parce qu'on tombait plus dans les solutions. Je propose de faire parler les chiffres de mon côté. Ce qu'on observe ici, c'est les prescriptions de benzodiazépines délivrées au Québec. Donc, c'est probablement les chiffres de la RAMQ. Ce que je vais me permettre de faire parler les chiffres. Donc, moi, je vois un 8 qui part en 2019 et je vois un 7 qui arrive en 2022. En regardant les chiffres rapidement, on peut voir qu'il y a quand même une certaine consommation de benzodiazépines au Québec, d'une part. L'autre chose, c'est qu'on voit une diminution. Est-ce que c'est quelque chose qu'on observe sur le terrain par rapport à la consommation de benzodiazépines? Quelque chose qu'on fait beaucoup, entre autres, en première ligne, c'est qu'on essaie de faire beaucoup de déprescriptions. Donc, de prendre le temps de regarder l'ensemble des médicaments prescrits pour un ou une patiente, de voir, pour quelles raisons c'est utilisé, est-ce que ça sert encore, est-ce qu'il y aurait des choses qu'on pourrait couper. Et souvent, des fois, c'est quelque chose qui n'est pas toujours fait. Il y a des médicaments qui sont renouvelés parfois par réflexe, ou le patient aussi, ça fait des années que je le prends, sans nécessairement une discussion sur est-ce qu'on en a encore de besoin. Donc, c'est quelque chose auquel les médecins à travers le Canada là, sont de plus en plus, là, c'est ça, le sensibiliser. Donc, c'est ça, là, de déprescrire. On le fait aussi beaucoup à l'hôpital. Donc, quand un patient entre, un patient sort, s'assurer, ce qu'on a fait un peu, des fois, on appelle ça un peu faire le ménage là, dans la médication, puis discuter, c'est ça, là, avec le patient. Puis, des fois, ça nécessite des plans. Donc, quand c'est un plan de sevrage, des fois, on peut commencer à l'hôpital aussi, ce qui peut faciliter. Mais c'est quelque chose qu'on essaie de faire de plus en plus. Là. Donc, ça peut expliquer, c'est ça là aussi, là, la baisse. Mm-hmm. Mais il y en a qui se tournent des fois aussi vers le marché noir. Donc, c'est aussi l'autre enjeu. C'est ça que j'allais dire, parce que dans la pratique, je pense qu'on observe moins de nouvelles prescriptions chez des jeunes. Je vais dire ça comme ça. Il y a de la consommation chez les jeunes, mettons, de benzodiazépines, mais moins de nouvelles prescriptions. Puis, on l'espère, moins de prescriptions sur du long terme, sans révision. Mais au niveau de la consommation comme telle des benzodiazépines, je serais pas prête à dire que dans la clientèle en CRD, là, en deuxième ligne, qu'il y a moins de consommation de benzodiazépines, mais moi, j'observerais moins de nouvelles prescriptions. Mm-hmm. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des transferts vers d'autres types de médicaments, comme par exemple des antipsychotiques de type Seroquel, par exemple, qui sont des médicaments qui sont utiles pour l'anxiété, qui sont des bons médicaments sédatifs, mais qui peut-être... Alors moi, je suis loin de la pharmaco-épidémiologie, là, j'ai pas ces chiffres-là en tête,
en tête, mais ça reste un problème quand même. Puis effectivement, comme vous disiez, l'accès aux autres approches combinées. Il faut voir les travaux. Vous savez, un de nos plus grands chercheurs au Québec, Charles Morin, sur le traitement de l'insomnie, a démontré plein d'études qui montrent que ce qui fonctionne le mieux dans le traitement du trouble du sommeil, c'est une approche de type cognitivo-comportementale. Et comment y avoir accès de manière universelle, élargie. Et des fois, le médicament est une réponse en dépit de d'autres approches. Bien, oui. Moi, je vais dans ce sens-là aussi, là, parce que ça, on en observe un petit peu plus de prescriptions d'antipsychotiques. Mais l'autre chose, c'est sûr que moi, ma population est restreinte. C'est déjà des gens qui ont des problèmes de consommation. Puis chez les gens qui ont déjà des problèmes de consommation, on essaie d'enseigner d'autres stratégies puis d'avoir d'autres approches, mais c'est sûr que quand on est habitué de prendre une substance qui fait effet tout de suite, on a un gros défi pour passer à des approches cognitives comportementales directement, sans avoir un autre support pharmacologique, parce que les gens trouvent ça trop difficile. Puis là, ben, le risque, c'est que finalement, ils continuent de prendre des benzos. Tu sais, fait que combiner les approches, ça m'apparaît vraiment nécessaire. Oui, vraiment. Je vais peut-être vous inviter à un exercice. On a réuni 4 personnes de milieux différents. Si on voulait trouver des solutions concrètement, si on vous mettait en équipe de 2, par exemple, ce serait quoi les solutions que vous apporteriez? C'est quoi les messages que vous voudriez qui se transmettent entre les différentes professions, en fait, que vous pratiquez? Des médecins pharmaciens, par exemple. Qu'est-ce que vous voudriez qui s'améliore? Si tu le permets, Anis, moi, j'irais plus... Ça serait plus intervenants psychosociaux, intervenants médicaux du domaine médical dans lequel je m'inclurais. Je pense qu'on... psychosocial voulant dire intervenants du domaine communautaire inclus. Je pense qu'il y a bien des pharmaciens communautaires qui connaissent pas suffisamment des pharmaciens qui travaillent en officine, là, dans les pharmacies, dans les bannières, qui ne connaissent pas bien le réseau dans lequel ils évoluent dans leur région, qui des fois peinent à donner un bon service, mais qui ne connaissent pas les ressources en soutien à la dépendance. Moi, je ne connaissais pas bien votre ligne, je dois bien l'admettre, et c'est provincial. Bon, ben là, je vais en faire la promotion, mais donc, c'est quand même surprenant. Je vous ai dit le nombre d'années que je pratiquais, donc il y a quelque chose là où il faut multiplier les occasions de se côtoyer. Le mot que j'utilise, c'est de se métisser. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des psychologues et des travailleurs sociaux auprès des jeunes en début d'évolution de psychose pour les convaincre à prendre un médicament cette fois-ci. Puis il n'y a pas meilleur qu'un travailleur social ou une psychologue pour convaincre quelqu'un de prendre un médicament parce que il s'adresse au projet de la personne, où elle s'en va, son rétablissement, comment le médicament peut être au service, dans ce cas-là, de ce que la personne veut faire. Bien alors, l'usage ou l'abus ou la dépendance au médicament, comment ça sert ce que tu veux faire? Peut-être qu'il y a tout un discours à développer cohérent. Puis c'est beaucoup, selon moi, en tout cas, je vais m'emporter, mais c'est beaucoup dans le message cohérent de l'un à l'autre des professionnels. Et on se parlait en préparation de cette conférence-là, comment se fait-il que parfois quelqu'un va se faire référer ou la personne qui va recevoir en centre de réadaptation de dépendance va dire peut-être que le pharmacien pourrait t'aider ou le médecin pourrait t'aider, puis c'est difficile d'avoir accès à ces ressources-là, ou le pharmacien se sent limité dans l'information qu'il a accès, il ne se sent pas à l'aise de mettre en œuvre un plan en soutien à la thérapie, par exemple, qui est offerte ou aux rencontres qui sont offertes. Donc, on a un immense travail de métissage à faire, ça m'apparaît évident, mais qui n'est pas simple. Mon Dieu, je m'excuse d'avoir... Non, c'est bien. Léonie, je ne sais pas si vous avez une... Oui, moi, je veux renchérir parce que j'aime les pharmaciens. Mais quand on parle de troubles liés à l'usage d'opioïdes et de traitement de ce trouble-là, les données probantes montrent que le traitement le plus efficace, c'est le traitement par agoniste opioïde, soit la méthadone, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, ou la buprénorphine naloxone. Et il y a d'autres nouvelles approches thérapeutiques, comme la morphine longue action, comme à libération lente, comme l'approvisionnement plus sécuritaire, qui consiste à faire une prescription de la substance produite en pharmacie plutôt que la personne aille la chercher sur la rue au péril de sa vie. Bon.
Pour toutes ces raisons, le pharmacien est un intervenant clé lorsqu'il s'agit d'accompagner une personne avec un trouble lié à l'usage d'opioïdes. Et dans ce qu'on tente au Québec, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs exactement, mais dans ce qu'on tente de mettre en place au Québec, c'est de s'assurer que le pharmacien est inclus dans l'équipe interdisciplinaire autour du patient qui reçoit un traitement, qui reçoit des services, et que le pharmacien est en constante communication par texto, facile avec l'équipe traitante pour qu'il soit là. C'est lui qui voit le plus souvent le patient et qui peut justement s'assurer que le patient va bien, puis de faire des ententes avec le patient pour qu'il donne son autorisation s'il est d'accord pour que le pharmacien puis l'équipe puissent travailler ensemble autour de lui, autour de ses besoins, en fonction de ses objectifs à lui. J'en profite pour dire aussi qu'avec la loi 31 et les assouplissements qui ont eu lieu pendant la pandémie, les pharmaciens ont encore plus de latitude pour accompagner leurs patients, vraiment parce qu'ils les connaissent très bien. Je vous assure, je ne l'ai pas obligé à parler comme ça des pharmaciens. Quand même, je vais juste rebondir pour dire que, par ailleurs, il reste des défis parce que recevoir des gens qui ont un trouble d'utilisation d'opioïdes à travers une petite famille, ça peut poser certains défis. Puis ce que je comprends, en tout cas, il y a un des médecins qui intervient dans mon cours, qui est une médecin qui travaille en CRDQ, et qui enseigne à mes étudiants, qui leur fait faire toute une réflexion sur êtes-vous prêt à recevoir ces personnes dans les pharmacies? Parce qu'il semble que ça pose un défi, puis que parfois, elle, sur le terrain, elle se fait dire non. Quand elle veut transférer des patients, ça pose des enjeux de déontologie, on en convient, mais ça montre bien qu'il y a aussi encore beaucoup de défis. Fait que merci d'aimer les pharmaciens, mais je pense qu'on a encore des trucs à se faire aider davantage puis à mettre en place. Oui, oui, définitivement. Mais c'est certain qu'il faut améliorer les connaissances, mais de l'ensemble des professionnels de la santé, aussi sensibiliser l'ensemble de la population aussi. Hein. Quand on fait connaître une problématique, c'est sûr qu'on peut des fois venir en aide à nos proches, aux gens qu'on connaît, à nos amis, notre famille. Donc ça, c'est quelque chose qui est, oui, numéro 1. Mais l'autre élément, je le dis toujours, mais il faut plus d'investissements en santé, services sociaux, du côté santé mentale, dépendance surtout. Puis je pense que c'est à ce moment-là qu'on va réussir à avoir, c'est ça, le plus de ressources et puis offrir des meilleurs soins et services là, à ces clientèles-là. Donc c'est comme un secteur qui est souvent des fois un peu délaissé, mais c'est certain que en investissant plus, c'est sûr que les coûts, moi je suis économiste de formation à la base, là. donc c'est vraiment quelque chose, si on veut s'assurer là, que ça fonctionne mieux, il va falloir investir là, plus massivement. Là, les coûts sont présentement beaucoup plus élevés là, que ce qu'on investit. On pourrait sauver beaucoup là, en investissant plus. Merci pour vos interventions et vos solutions. Donc, ça va être le moment de conclure ce premier panel. Initialement, j'avais mentionné qu'il y avait des invités, des décideurs de différents milieux. Je vous propose peut-être un message pour emporter, donc quelque chose, une idée que vous voudriez que les gens présents aujourd'hui retiennent de vos messages ou de ce que vous avez à mentionner. Si vous avez un 10 secondes, un message chacune, je ne sais pas si... 10 secondes? 10 secondes. Dans les recherches que j'ai réalisées et les patients que j'ai rencontrés, lorsque je leur ai demandé ce qui avait été déterminant pour eux dans leur parcours de rétablissement, qu'est-ce qui les avait le plus aidés, la majorité ont répondu lorsque les personnes m'accueillent chaleureusement, qu'ils me sourient, qu'ils me donnent des explications, que je ne me sens pas jugée. Donc, l'alliance thérapeutique, l'empathie, ça fait beaucoup de chemin. Vous le savez déjà. Mais... Je renchéris là-dessus absolument. Donc, j'ai envie de dire, pour les gens, osez parler. Puis pour les professionnels, il faut se parler. Très bien. Wow, c'est excellent. En fait, moi, ce que je dirais, là, si on a une leçon, quelque chose à retenir, c'est pas parce que c'est en vente libre que c'est pas sans danger. Donc, à garder là, en tête. Et moi, je vais dire 1-800, 2-600, 2-5, 200. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions. C'était un grand plaisir pour moi. Ça va être la période des questions. Donc, il y a des micros. Il y a un micro, en fait, au centre. Si vous avez une question, vous pouvez mentionner à qui s'adresse directement. Si ça s'adresse à tout le monde, ça peut être une question lancée à l'air libre. Donc, allez-y.
une question à l'ensemble du panel, dans le fond. J'entends que la collaboration interprofessionnelle, c'est quelque chose d'ultra gagnant. Je suis convaincu déjà d'avance. Je suis travailleur social aussi, j'ai ma pratique. Puis, souvent, j'ai collaboré avec les pharmaciens, justement, parce qu'on a accès à des informations privilégiées par rapport aux substances qui sont consommées dans nos bureaux. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de prendre des substances que la personne consomme, regarder les médicaments qui sont prescrits, amener voir le pharmacien. Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que je dois avertir mon patient qu'il peut avoir un problème à cause de ce qu'il consomme, puis tous les croisements, je ne suis pas pharmacien, moi. Fait que je vais aller chercher les savoirs d'une personne professionnelle dans le domaine. Fait que j'en viens à ma question. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'a pas, par exemple, des travailleurs sociaux en pharmacie? On aurait accès à ces informations-là, puis on serait capable d'aller voir le pharmacien directement, faire une intervention de proximité, puis les pharmacies, il y en a dans tous les villages au Québec. C'est un peu le modèle des équipes CIM ou CIV, suivi intensif variable ou suivi intensif dans le milieu pour les problèmes de santé mentale plus sévères, on va dire, où il y a des travailleurs sociaux qui travaillent en étroite collaboration avec des pharmaciens. Mais ce dont vous parlez, c'est d'aller beaucoup plus loin. Moi, j'en rêverais. Je suis très d'accord avec cette idée parce que même un des problèmes pour les pharmaciens, si on prend ça à l'inverse, c'est quand on a un problème de santé physique ou global, il faut convaincre les gens que le meilleur médicament, c'est celui qui est pris. Et bien souvent, les enjeux pour lesquels on ne prend pas bien un médicament sont d'ordre psychosocial. Mon parent veut que je prenne le médicament, mon autre parent ne veut pas, mes parents sont séparés. Finalement, je suis dans un conflit de loyauté. Ça n'a rien à voir avec l'indication du traitement puis le mécanisme d'action. Ça a à voir avec comment moi, je suis prise souvent, en tout cas comme pharmacienne, auprès de jeunes qui souffrent d'un trouble de santé mentale, à devoir convaincre le système que le médicament est nécessaire, doit être bien pris de la bonne façon. Fait que je ne sais pas le pourquoi, mais est-ce qu'il y a un besoin là? Moi, je peux confirmer que oui. Et dans les modèles qui fonctionnent, dans les interventions les plus innovantes en santé mentale, comme par exemple les programmes d'intervention précoce, comme le programme où je travaille, il y a maintenant 35 cliniques au Québec comme ça. Il y a des travailleurs sociaux, mais le seul programme à Québec où il y a un pharmacien intégré, c'est donc à Québec. Il n'y en a pas ailleurs. Et même dans le monde. Donc, il y a quelque chose là dans le métissage qui est manquant. Il y a un petit trou dans la courte pointe. Je peux peut-être enlever mon chapeau de modérateur pour travailler de temps en temps en pharmacie. C'est sûr que c'est une entreprise privée, donc à la base, il faudrait savoir qui va payer pour le travailleur social. Mais après, c'est une très bonne idée parce que, en fait, la question, c'est de savoir pourquoi le pharmacien n'a pas accès ou ne sait pas que ce patient-là a un travailleur social qui s'occupe de lui. Je pense que cette communication-là pourrait être intéressante. Puis c'est peut-être un des enjeux aussi en pharmacie communautaire, c'est d'avoir accès à de l'information. Donc, je suis capable de comparer entre ma pratique en milieu hospitalier, où est-ce que j'ai accès au dossier du patient, j'ai accès à toutes les informations de tous les différents intervenants, mais quand je pratique en pharmacie communautaire, à qui je m'adresse? Donc, si on parle d'un sevrage de médicaments, le médecin a parlé avec le patient, le psychoéducateur a parlé avec le patient, mais je n'ai pas accès à cette information. On veut débuter un sevrage, mais j'ai accès à rien. Donc, il n'y a rien dans le réseau qui me permet d'avoir accès aux notes des autres professionnels qui me permettent de dire, OK, comme pharmacien, je m'occupe des médicaments, on va y aller pour un sevrage, on va y aller pour l'identification de médicaments qui sont inappropriés. Donc, il y a peut-être ce manque quand je compare le milieu hospitalier et le milieu communautaire dans l'accès à l'information. C'est le nerf de la guerre en pharmacie. C'est d'avoir accès aux notes des autres professionnels pour pouvoir... je remets mon chapeau puis j'arrête de parler. Si je peux prendre le relais sur ce que tu viens de dire, je suis tellement d'accord. C'est ça, avoir accès à l'information, oui, le nerf de la guerre définitivement. Puis, on le vit la même chose aussi dans nos bureaux comme médecin. On n'a pas accès à toute cette information-là. Je peux avoir des patients qui peuvent être suivis au CLSC, par exemple, en travail social ou par d'autres intervenants. Je n'ai pas cette information-là. Je le sais pas. Si le patient ne me dit pas ou si eux ne me contactent pas, j'ai aucune idée. Puis, je ne peux pas avoir accès non plus aux notes. Il faut tout le temps faire des demandes, avoir accès. Des fois, ça peut prendre 3 mois avant de recevoir une note. Donc, vivre un système unique où est-ce qu'on pourrait tous échanger en première ligne, ce serait plus facile. Bonjour.
je vais me pencher un peu. Je réfléchis beaucoup, j'ai entendu plein de choses depuis ce matin, super intéressantes. Puis c'est le fun. Depuis un bout de temps, on voit plus de panels avec des gens de différents milieux, différentes professions. Puis je trouve ça vraiment intéressant de mêler les savoirs parce que ça aide à comprendre comme un peu la position de chacun. Puis en gros, ben c'est ça, tu sais, un peu d'un point de vue plus expérientiel dans mon vécu, mettons, tu sais. Si j'y vais rapidement, moi, j'ai été en psychiatrie à 14 ans. J'étais en centre jeunesse. Après ça, il y a eu la vie, l'école, tout ça. Puis à travers tout ça, j'ai beaucoup de gens avec qui j'étais aussi qui ont dit, ben moi, je suis rentrée dans les services jeunesse parce que j'avais des problèmes familiaux, des problèmes d'anxiété. Puis je ressors avec souvent un casier judiciaire puis un problème de dépendance. Puis tu sais, pour avoir été sur le terrain, pour avoir été en foyer de groupe, puis tout ça, les gangs de rue, il y a plein de choses sur le terrain pour les gens vulnérables. Puis ça fait, je sais pas, il y a tellement de gens de différentes professions, tu sais, monsieur qui était travailleur social, tout ça. Je ne sais pas de quelle façon, comment on fait pour tous se parler ensemble, tu sais, parce que tout se rejoint vraiment. Puis en tout cas, je ne sais pas comment. Je pense qu'il faut aller là, tu sais, puis c'est ça, c'est vrai. Tu sais, les services sont uniques, des fois, c'est super dans une région. Puis moi, personnellement, aujourd'hui, j'entends plein de belles choses, mais moi, sur le terrain, je les ai pas, ces services-là, fait que c'est frustrant aussi de ne pas les avoir. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour les implanter, pour informer le plus, selon vous? C'est quoi les pistes de solution pour que ça se fasse? Je pense qu'il faut en parler plus. Tu sais, déjà que les gens sachent que les différentes personnes qui consultent peuvent ou devraient se parler. Hein? C'est sûr qu'il faut toujours que le patient soit d'accord. Mais si... Mais même, tu sais, moi, j'étais d'accord, puis les médecins, les professionnels ne veulent pas se parler. Ils disent non, j'ai pas besoin de parler à ta psychologue, j'ai pas besoin de... On passe que notre temps. Parce que pour moi, c'est un non-sens. Je trouve que si une personne en plus le demande, que ces différents intervenants, là, je vais dire intervenants pour ratisser plus large, se parlent, c'est vraiment nécessaire. Moi, j'ai déjà demandé pour quelqu'un qui avait toutes sortes de traitements pour différents problèmes de santé, puis que là, les médications qui étaient prescrites, c'était pas sûr que... Je n'étais pas spécialiste de tous ces médicaments-là, mais j'étais comme peut-être que ton spécialiste pour le foie, puis ton médecin, puis l'autre, qui aurait intérêt à se parler, là. Je sais pas qui devrait coordonner ça. Est-ce que tu peux demander à ton pharmacien ou moi, j'avais pas trop à intervenir là-dedans, mais je voyais bien qu'il y avait un pépin. Fait que moi, je pense que quand une personne le demande, premièrement, ça dit moi, je vais pas bien, j'aurais besoin que les gens qui m'aident se parlent pour qu'on ait comme une photo puis un alignement commun. Ben, faut que ça se fasse. Puis là, je le disais un peu pas fort à la blague, mais je pense que si c'est vraiment nécessaire puis que les intervenants refusent, ben il y aurait lieu de porter plainte. C'est un comité, s'il y a quelque chose qui peut se mettre en place pour faire avancer ça, nous, on est partant pour participer et à collaborer avec... les comités d'usagers, puis... Merci. Merci. Je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un lobbying fort des personnes utilisatrices de nos ressources, mais aussi de leurs familles. Puis il faut que les familles soient incluses aussi dans cette discussion-là. Puis on a une réflexion sociétale sur la confidentialité à faire, parce que parfois, c'est un non-sens. Le respect à tout prix de toute transmission de renseignements va desservir même la dignité des gens dans certaines circonstances. Mais le problème qu'on a, dès qu'on commence à parler de ça, c'est tout de suite la dérive vers où les informations peuvent... à quoi peuvent servir ces informations-là au détriment de l'individu. Mais il y a vraiment un enjeu autour de la confidentialité qui nous coince énormément, puis derrière lesquels, parfois, les professionnels se cachent pour ne pas se parler. Très bien. On va voir Oui, tu as bien raison. 2 dernières questions. Bien, dans le même sens, mais c'était pas ça ma chose, mais dans le même sens que vous, moi, je suis une famille qui vit avec un proche qui vit avec une problématique en santé mentale. Et l'enjeu principal, je dirais, c'est la confidentialité. Puis comment défaire cette partie-là, parce que moi, je dis souvent, oui, la confidentialité, je veux bien comprendre, mais en tant que famille, on a droit aussi
d'avoir une partie, parce que c'est nous qui les aidons aussi quand ils sortent du milieu hospitalier. Ceci étant dit, on pourrait en parler longtemps parce que ça fait des années qu'on se débat avec ça. Mais moi, ma question, c'est, où j'ai été surpris, c'est le sirop. J'ai été surpris sur le Gravol qui est très, 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 très véhiculé là, sur plein de choses. Puis comment on fait pour sensibiliser la population? Oui, on dit c'est pas parce que c'est prescrit que c'est pas dangereux ou que c'est pas inadéquat ou que ça crée pas de dépendance. Mais comment on fait pour avertir ou sensibiliser la population? Parce que souvent, il y a un déni à ce niveau-là. Ah, c'est prescrit. Ah, je l'ai sous prescription, puis même à sensibiliser les médecins qui les prescrivent aussi. Tu sais, la posologie qu'un médecin, maintenant, on le voit juste pour un problème, puis 10 minutes, puis on ressort de son bureau. Comment il peut aussi sensibiliser la population à ce niveau-là, de même que le pharmacien qui, lui, quand tu reçois ta prescription, va arriver puis il va peut-être te rencontrer parce que c'est une nouvelle prescription puis il va te donner des comme on dit, là, des façons de faire et tout ça. Mais comment on fait pour sensibiliser le médecin de famille ou le médecin que tu peux voir, dont à la clinique de la douleur où c'est véhiculé beaucoup à ce niveau-là, mais pas de... Attention, c'est pas parce que c'est prescrit que ça deviendra pas une dépendance. C'est une belle grande question. Oui, une belle grande question, extrêmement pertinente. En fait, au niveau de la sensibilisation, il y en a beaucoup, mais si on est du côté, par exemple, des professionnels de la santé, des intervenants, il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite, des formations qui sont spécifiques sur ça pour être impliqués beaucoup dans le Collège des médecins de famille du Canada. On travaille énormément là, dans cette direction-là. Donc, c'est vraiment c'est important de informer le patient, on prescrit quelque chose, c'est quoi les risques, les principaux effets secondaires. Ensuite de ça, il y a aussi avec le pharmacien que ça peut être discuté. L'enjeu reste, c'est quand vous parliez tantôt, mais ce qui est en vente libre, donc là, comment est-ce qu'on sensibilise les gens? Je pense qu'on a beaucoup de campagnes de prévention à faire, mais auprès de la population, c'est ça le général pour sensibiliser les gens, parce que c'est souvent la première réponse qu'on a dans notre bureau, c'est ben là, c'est en vente libre. Ce ne serait pas sur les tablettes si c'était pas, c'est ça, là, dangereux. Mais il y a des risques importants, c'est ça, là, qui sont associés, puis qu'on devrait informer là, beaucoup plus là, à ce niveau-là. Donc, je pense que ça passe par des grands messages, des grandes campagnes pour, c'est ça, là, informer. Puis de cette manière-là, on peut, entre nous aussi, aider nos proches, aider les gens autour de nous à ce niveau-là. Donc, il y a comme une petite zone grise, si on veut, opaque là, du côté... de tout ce qui est en vente libre. En tout cas, ça peut vous sensibiliser. On a plusieurs personnes là, autour de différents milieux. Puis je pense que c'était important de poser cette question-là que je trouvais pertinente. Oui, puis pour compléter par rapport à votre question, l'Ordre des pharmaciens est ici, puis il y a des campagnes là, qui se font en lien avec les médicaments en vente libre. Là, c'est un problème qui est connu. Je prends l'exemple, on parle beaucoup du Gravol. Mais le Gravol n'est pas accessible directement. Il est en vente libre, mais dans un annexe 2 où est-ce que le pharmacien doit conseiller le patient. Donc, il y a déjà cette notion-là de protection un peu des patients, de renseignements à transmettre. D'autre part, il y a aussi l'autonomie des patients. Donc, c'est sûr qu'on peut mettre tous les médicaments derrière, mais je pense qu'on a choisi d'être dans une société où est-ce que les gens ont cet accès à l'automédication d'une certaine part. Donc, je pourrais du jour au lendemain dire, bien, on va mettre tout ça derrière, puis personne n'y a accès, mais c'est des choix qu'on fait d'un point de vue sociétal. Mais je suis conscient qu'il y a des campagnes là, qui se font à ce sujet-là. Dernier point, c'est juste par rapport à ça, c'est que des fois, on n'est pas au courant. Donc, des fois, il y a des gens qui sont au courant que les patients consomment des médicaments en vente libre, mais ça ne se rend pas aux oreilles des pharmaciens parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit directement, mais que les gens en travail social ou tout ce qui est autour du patient sont au courant. Donc, encore une fois, je reviens au cliché là, de la transmission de l'information, mais pour moi, c'est crucial. Là, du moins, le pharmacien peut intervenir quand il a l'information. Bien, moi, je serais allée dans le sens de des petites campagnes de sensibilisation là, sur les réseaux sociaux, à la télé, comme Éducalcool font. Tu sais, parce qu'on n'en parle pas beaucoup des médicaments en vente libre. Tu sais, Benadryl, là, on n'a pas besoin de demander au pharmacien. Moi, quand j'en demande du Gravol à mon pharmacien,
Il me dit, oui, OK, les effets, vous connaissez, mais il ne me demande pas, est-ce que vous le prenez pour la nausée ou c'est parce que vous avez de la misère à dormir? Fait que c'est sûr que ça, c'est plus malaisant. Hein? Puis, c'est ça, même si on demande aux pharmaciens de poser la question, on a le droit de tout pas être super à l'aise. Fait que, des fois, d'au moins donner l'information plus largement. Hein? Puis des fois, on a des petites campagnes de sensibilisation là, qui nous font sourire puis qui attirent notre attention, puis on retient mieux l'information. C'est moins moralisateur. Oui, puis je termine là-dessus. Je dirais aussi, comme pour le Gravol, il y en a beaucoup qui prennent ça pour le mal des transports. Oui. Pour quelqu'un qui a eu un accident puis qui est très, très, très insécure en auto, fait que ça peut être pris pour plein de choses, puis souvent, on a celui qui est avec sans codéine, qui est plus facile avec gingembre, qui dit « Ouais, moi, si je prends celui-là, je vais être correct. » Puis, tu sais, fait que c'est d'où là ma sensibilisation aussi à ce niveau-là. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. On va y aller pour une dernière intervention. Oui, bonjour. En fait, merci beaucoup à toutes les quatre. Là, ça démontrait vraiment les besoins incommensurables en financement et dans tout le reste, autant dans les soins pour la dépendance que dans la prévention, la réduction des méfaits. Mais il y a une chose qu'une seule intervenante, donc Mme Demers, avait nommée, puis j'avais envie de faire du pouce sur cet élément-là, c'est de la prévention encore plus en amont de tout ça sur notre société de performance puis notre société de fous. Et puis, donc, je voulais juste dire qu'à l'Association pour la santé publique du Québec, on tente d'amorcer des travaux dans un projet qui s'appelle le Ralentir. Puis, on fait le Ralentir dans plein de sphères de vie et les étudiants, c'est notre cohorte, là, 76% des étudiants ont un problème avec leur rythme de vie. Donc, c'était notre cohorte qui ressort le plus gros flag, les parents, etc. Mais on commence à décortiquer cet élément-là qui a un lien avec les substances, avec plein d'autres éléments de la vie, de la conciliation, travail-famille, etc. Mais je voulais juste le soulever, donc vous remercier de l'avoir nommé, puis dire qu'en parallèle à tous les autres besoins, mener ce combat de longue haleine peut être aussi une solution à long terme. Mais j'ai envie de... Oui, En fait, moi, je suis un jeune vieux prof. Je suis arrivée à la faculté de pharmacie en 2014, après presque 20 quelques années de pratique clinique. Puis ce qui m'a frappée, c'est à quel point nos cohortes étaient mal en point d'un trouble anxieux, en situation d'évaluation. Coché, je ne suis pas psychiatre, mais j'étais capable, avec mon expérience, de dire qu'il cochait à peu près tous les critères de trouble de panique. Donc, comment je peux être en train d'évaluer un étudiant qui est en train de faire une attaque de panique devant moi, puis qu'il veut A+, en plus, là. Alors, c'est très troublant de s'apercevoir de ça. Puis, un peu un déni où on dit, on était anxieux, l'anxiété, c'est bon. Oui, mais attends, là, ça atteint des sommets. Parallèlement à ça, il faut dire qu'on a quand même fait des progrès, puisqu'il y a aussi dans nos programmes universitaires, peu importe, des étudiants qui ont des troubles psychotiques, des grosses maladies finalement, puis qui réussissent à se rétablir parce qu'on a fait du chemin dans les nouvelles approches, les nouvelles façons, les approches combinées. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir par ailleurs, parce que les soins en santé mentale se sont quand même améliorés. Il faut quand même finir sur une note positive. Puis, un autre thème dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui, mais que vous avez abordé un peu, c'est toute la question de la recherche sur les pratiques. Quand on entend qu'un trouble d'utilisation des opioïdes survient dans le cadre de la prescription comme étant un élément déclencheur chez des gens qui ont déjà été des utilisateurs, est-ce qu'on a suffisamment de recherche puis de recul pour soutenir les cliniciens dans la prescription qui... Lui, le clinicien, il y a devant lui quelqu'un qui souffre et qui veut soulager. Puis, qu'est-ce qu'il peut faire dans cette relation-là pour aider cette personne-là? Donc, c'est compliqué. Donc, développer à la fois, investir, mais dans de la recherche intégrée aux soins, je pense que ça, c'est une autre avenue importante dans laquelle il faut que nos gouvernements, nos autorités investissent, autant dans la pharmacie, dans l'hôpital, dans les ressources communautaires, parce que c'est pas encore, c'est très sous-financé, ça aussi. Magnifique. Léonie, Marie-France, Carole, Magali, merci beaucoup. Une dernière main d'applaudissements. Merci.